Bienvenue sur Cardio Online pour cette émission spéciale consacrée au congrès de l'ESC 2023. Je suis Serge Covenator et j'ai le plaisir d'animer cette émission avec Christophe Leclerc. Christophe est président de l'ESFC, vice-président de l'ESC. Alors pour essayer de résumer, si on peut dire, ce congrès, on a sélectionné un certain nombre d'informations, d'études, de recommandations qui vont, du moins on l'espère, s'inscrire dans notre pratique au quotidien, modifier notre pratique. Simultanément à leur publication dans le New England Journal of Medicine, Paulus Kirchhoff présentait à l'ESC 2023 les résultats de l'étude NOAA-AFNET 6. L'objectif de l'étude était d'évaluer l'impact d'une anticoagulation par edoxaban de patients porteurs d'un simulateur ou d'un défibrillateur cardiaque chez qui étaient enregistrés des épisodes de tachycardie auriculaire. Il s'agit d'une étude randomisée en double aveugle, conduite dans 18 pays européens, ayant inclus près de 2500 patients. Les patients inclus devaient avoir présenté un épisode de tachycardie auriculaire de plus de 6 minutes avec une fréquence auriculaire supérieure à 170. Ils devaient avoir plus de 65 ans et au moins un facteur de risque d'AVC. Ils ont été randomisés pour recevoir soit de l'édoxaban, soit un placebo. L'âge moyen des patients inclus était de 77 ans. 97% d'entre eux ont présenté des épisodes de tachycardie avec une fréquence auriculaire supérieure à 200, d'une durée moyenne de 2,5 heures. En ce qui concerne le critère primaire, le pourcentage d'AVC, d'embolie systémique ou de décès cardiovasculaire a été de 3,3% dans le groupe edoxaban et de 4% dans le groupe placebo, une différence non statistiquement significative. Le taux de saignement majeur a été plus élevé dans le groupe edoxaban, avec 149 patients ayant un saignement majeur, contre 114 dans le groupe placebo. En ce qui concerne l'analyse de sous-groupes, aucune interaction n'a été rapportée, que ce soit en fonction de la durée des épisodes, du score Chadvask ou de la prise concomitante d'aspirine. Donc étude extrêmement importante, très attendue. Jean-Claude, que tirer de cette étude pour notre pratique clinique ? Je crois que c'est une étude très importante. On l'attendait. C'est vrai qu'en pratique clinique, on a vraiment des patients comme ça qui ont un contrôle d'appareil implanté, un stimulateur ou un défibrillateur, et qui vont avoir une arythmie découverte, alors qu'on ne savait pas qu'ils faisaient par ailleurs des arythmies atriales. Donc c'est une vraie question de pratique. Et cette étude, qui est une étude extrêmement sérieuse, répond à la question. L'étude a été interrompue prématurément, il faut bien le dire, parce que d'une part, il n'y a pas d'intérêt sur le plan du bénéfice pour les patients à les traiter par anticoagulants, mais d'autre part, on peut même être délétère et il y a plus de saignement. Donc je crois que la réponse à la question, c'est qu'aujourd'hui, quand on détecte des arythmies sur des appareils implantés, eh bien, il ne faut pas céder à la tentation de mettre en place une anticoagulation. Et ce qui est important, c'est qu'on peut quelquefois utiliser la durée des arythmies pour dire, ben voilà, elle dure longtemps, donc il faut anticoaguler le patient, ou bien utiliser le score de Chadvask, donc le risque a priori finalement du patient. Eh bien, les études qui ont été faites en sous-groupe montrent qu'il n'y a pas de bénéfice, même quand les arythmies ont duré longtemps, et même quand le score de Chadvask est élevé. Il faut savoir qu'en moyenne, il était quand même de 4, donc c'était déjà un score de Chadvask élevé. Par contre, il y avait quand même un pourcentage non négligeable de patients qui n'avaient pas de fibrillation atriale connue, qui, à la suite de la découverte de ces épisodes, sont passés en fibrillation atriale au cours du suivi. Voilà, on retrouve exactement ce qui était déjà connu. Ce sont des patients qu'il va falloir suivre de plus près, parce que l'arythmie infraclinique ne justifie pas un traitement, mais par contre, s'ils passent au stade d'une arythmie clinique, c'est-à-dire ce qu'on vient de dire, si on découvre chez eux de la fibrillation atriale par une méthode électrocardiographique standard de consultation, eh bien là, il faudra effectivement les traiter de façon tout à fait habituelle. Donc oui, il faut surveiller ces patients-là, mais non, il ne faut pas les traiter en amont. Est-ce qu'il y aurait une recommandation de Jean-Claude Deharrault pour programmer, si on découvre un trouble du rythme sur un enregistrement de pacemaker, pour programmer un holter cardiaque dans les suites? Combien de temps après? Quelle durée?
Ben, c'est exactement ça, hein, surveiller ces patients de plus près. Alors, bon, le Holter, c'est peut-être pas indispensable chez ces patients parce qu'ils ont déjà finalement un Holter implanté, mais être plus attentif aux symptômes chez eux, les revoir plus fréquemment, et puis finalement mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour pouvoir dépister, attraper cette fibrillation atriale clinique quand elle apparaîtra. On va continuer dans le domaine de la fibrillation atriale, sachant que dans ce domaine, au mois de novembre, on devrait avoir l'étude Artesia avec un autre anticoagulant qui va être présenté avec l'apixaban. L'apixaban. Donc on verra si cette étude Artesia confirme NOAA ou pas. Tout à fait. Bien, là on va parler maintenant sur 2 diapositives. Une petite interruption. Cette question qui est à la mode au fond, est-ce que cette étude permet d'avoir une conduite particulière pour les fibrillations atriales détectées par les montres connectées ? Alors oui, on élargit tout à fait la question aux montres connectées et on a même envie d'être un peu plus péremptoire encore pour les montres connectées parce qu'en général, les gens qui ont des objets connectés sont des gens encore plus jeunes. Donc ce sont des gens qui ont un risque finalement encore moins important que cette population très sélectionnée de patients qui avaient plus de 75 ans et qui avaient un score de Chazadsk élevé. Donc je pense qu'on peut répondre avec un certain degré de certitude qu'il n'y a pas lieu pour l'instant de traiter ces arythmies qu'on dépiste comme ça de façon un peu occasionnelle. Bien, donc on continue dans la fibrillation atriale. On va être sur une partie peut-être un petit peu plus technique. Vous savez que l'ablation de la fibrillation atriale prend une place de plus importante, notamment dans les fibrillations atriales paroxystiques. Et là, l'étude Advent présentée par Vivek Reddy comparait différentes techniques d'ablation. D'un côté, ce qu'on appelle l'ablation thermique, soit par le chaud avec la radiofréquence, soit par le froid avec la cryoablation. Et puis une nouvelle technique très prometteuse que l'on appelle l'électroporation. Donc ils ont randomisé 600 patients, soit ablation thermique, au choix radiofréquence ou cryoablation, et l'électroporation. Et le critère primaire était le succès de l'ablation de ces fibrillations atriales paroxystiques et le nombre de récidives de fibrillation atriale qui nécessitaient soit un traitement antiarythmique, soit une cardioversion, soit une nouvelle procédure d'ablation. Eh bien, les résultats sont tout à fait neutres. Il y a une non-infériorité de l'électroporation par rapport aux techniques thermiques. Il n'y a pas de supériorité non plus, ce qu'on pouvait peut-être un petit peu attendre. Et je vais demander à Jean-Claude Deharaud de nous rappeler un petit peu ce que c'est que cette technique d'électroporation qui est la 3e technique dans notre arsenal thérapeutique. Oui, alors si on doit parler technique, effectivement, c'est une énergie nouvelle qui vient s'ajouter à celle dont on vient de parler, les énergies thermiques qu'on connaît bien, qu'on maîtrise bien, qui marchent bien, qui sont donc la radiofréquence et la cryoablation. Là, c'est quelque chose de tout à fait différent. On va délivrer des chocs électriques pendant des durées extrêmement courtes, mais des chocs de forte intensité pendant des durées extrêmement brèves, et ça va rompre les parois des cellules et conduire donc à la mort des cellules. Donc c'est une autre façon finalement de réaliser une ablation. Alors pourquoi utiliser ces techniques-là ? Eh bien parce qu'on a l'impression qu'elles sont beaucoup plus spécifiques du tissu considéré. Évidemment, quand on fait une ablation, on n'a pas envie de toucher les organes adjacents, et on sait très bien qu'il y a toujours un risque avec les méthodes thermiques d'aller toucher éventuellement l'œsophage ou d'aller toucher éventuellement le nerf phrénique, particulièrement à droite. Eh bien là, on avait l'espoir d'être plus tissu spécifique. Donc c'était vraiment, c'est ça qui est testé, et c'est extrêmement courageux d'aller finalement se comparer à ce qui marche bien, et à ce qui est utilisé depuis 20 ans par tout le monde, et finalement à ce que les opérateurs, puisqu'il y avait 30 centres nord-américains qui l'ont utilisé, à ce que les opérateurs ont l'habitude d'utiliser tous les jours. Et là, c'était une nouvelle énergie. D'ailleurs, il y avait une période dite de run-in au cours de laquelle il fallait qu'ils s'habituent, bien sûr, à utiliser cette nouvelle énergie, même si le geste est à peu près le même, finalement. Donc d'autres études sont en cours, et on verra. Donc le principe de cette nouvelle technique, c'est aussi d'aller un petit peu plus vite, même s'il faut parfois un petit peu plus de scopie, mais c'est surtout la sécurité, comme on l'a rappelé, sur les organes adjacents. Je voudrais maintenant vous présenter une autre étude qui s'appelle Castle Heart Transplantation. Je vous rappelle l'étude Castle il y a quelques années qui avait montré que chez les patients d'insuffisance cardiaque, il y avait un bénéfice net sur des critères durs de l'ablation de la fibrillation atriale. Et bien là, c'était une population qui était toute particulière parce que c'était des patients qui étaient
éventuellement candidats à une transplantation cardiaque ou à une assistance ventriculaire gauche. Et donc on comparait un traitement médical versus l'ablation de la fibrillation atriale avec un critère composite qui associait transplantation cardiaque, implantation d'une assistance ventriculaire gauche et décès. Et là, les résultats sont impressionnants avec simplement 200 patients, un petit peu comme la première étude Castle, donc peu de patients inclus, mais une réduction significative de 76% de ce critère primaire. Donc, chez nos patients très sévères, il ne faut pas non plus hésiter à réaliser une ablation. Je crois que c'est une étude très, très importante. Alors elle a été un petit peu discutée parce que c'est vrai que l'effet paraît un peu disproportionné finalement. Il y a 90 patients dans chaque groupe et on arrive comme ça à avoir des courbes qui sont divergentes dès le début et à avoir 30% de diminution de mortalité, ce qui pour les trialistes qui s'occupent d'insuffisance cardiaque est quelque chose de tout à fait inhabituel. Et on se dit que peut-être on n'arrivera pas à reproduire ça puisque c'est une expérience monocentrique dans un centre extrêmement expert bien entendu. Mais en tous les cas, ça renforce un message, ça renforce le message de l'importance de traiter la fibrillation atriale chez les patients qui font de l'insuffisance cardiaque. C'était le message de Castle-AF et de beaucoup d'autres études, parce qu'il y avait eu d'autres études que Castle-AF. Et là, ça renforce ce message. Nos patients insuffisants cardiaques, quand ils sont à un stade très avancé, et là, ils l'étaient puisqu'ils étaient en attente d'une greffe ou d'une assistance, eh bien ces patients-là, quand ils passent en fibrillation atriale, se dégradent très rapidement. Et on a maintenant le recours à l'ablation. Et je pense que cette étude va délivrer un message qui va se traduire également dans la pratique, même si ça concerne finalement un sous-groupe de patients très très particulier.